Alors merci d'être là. Je vous présente mes camarades dans un instant, mais je voudrais d'abord que mes camarades sachent à qui ils ont préparé à déjeuner. Donc voici Hugo. Hugo Orio est comédien, il est auteur de romans et de romans autobiographiques et de théâtre. Sa particularité, il est autiste. Et il a fait le choix il y a quelques années d'écrire un livre qui s'appelle L'Empereur, c'est moi, où il raconte, il a écrit ça en 15 jours, eh bien, finalement l'intériorité, le monde d'un autiste. Et non seulement c'est un livre extraordinaire, c'est chacune des phrases qui sont dans ce livre vous donne la chair de poule, mais c'est devenu un spectacle. Et puis, il y a une femme extraordinaire qui est là, c'est sa maman, parce qu'à l'époque, elle a tout fait pour que cet enfant ne soit pas pris en charge, comme c'est fait traditionnellement. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est que c'était un combat extraordinaire, parce qu'on entend des phrases hallucinantes, on demande à une maman de faire le deuil de son enfant, et puis l'objectif, le destin d'un enfant comme celui-là, qui est tout tracé, c'est l'enfermement. Et là, un chiffre que j'ai demandé à Hugo de vérifier, il me dit que dans les hôpitaux psychiatriques en France, 60% des gens qui y sont juste des autistes qui n'ont rien à y faire. Et ce petit garçon donc, a été sauvé de cet enfermement par cette maman qui est là, qui ne veut pas qu'on la voie comme une héroïne. Ah oui. Donc, on a parlé de choses très importantes et on est en train de bousculer les idées reçues et mes camarades adorent ça. Alors, je vous les présente rapidement. Brigitte, on se connaît depuis 16 ans et demi. Et donc, on va parler de qui aujourd'hui, Brigitte ? Alors, moi, je suis tombée sur un chiffre qui m'a fait froid dans le dos. Plus d'1 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée chaque année dans le monde. 1 milliard de tonnes de nourriture. De tonnes, oui, 1 milliard de tonnes de nourriture. Et dans le même temps, il y a plus d'une personne sur 9 dans le monde qui souffre de la faim. Donc une sorte d'aberration, on va appeler ça comme Complètement fou. Des tonnes de nourriture gaspillée. Des tonnes et des pauvres gens qui n'ont rien à manger. Et heureusement, il y a des personnes qui ont décidé de faire le lien entre ces deux problèmes. Ils ont créé une association qui s'appelle Le Chaînon Manquant. C'est le mot exact qu'il fallait trouver. Voilà. Merci. Alors je pense Charlotte. Charlotte, je dis souvent, c'est la Bridget Jones du changement de vie. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à tout, mais on l'aime comme ça. Et la nôtre, c'est la nôtre. Elle fait partie, vous savez, j'ai envie de dire, elle représente beaucoup de gens, finalement, autour de moi, qui trouvent qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, on ne sait pas par quoi commencer, et on ne se rend pas compte que finalement, chacun, là où on est, on peut agir et faire quelque chose dans notre quotidien. Et donc, on va parler de quoi aujourd'hui ? Justement, en fait, il y a des associations qui luttent contre le gâchis alimentaire, mais aussi, nous, on peut faire quelque chose dans notre quotidien. On peut tous lutter contre ce gâchis alimentaire, et notamment avec une super appli qu'on installe sur son téléphone. Une application ? Une application. Donc, il suffit de la télécharger, et en route pour la fin du gâchis alimentaire. Sérieusement ? Pas grand-chose, mais beaucoup finalement. On peut faire beaucoup de choses avec juste un petit acte comme celui-là. Exactement. Ouais. Ok, et Luc alors ? Eh bien, moi, je vais juste vous demander de compter jusqu'à 3. Ça on peut. 2, 3. Ok. Dans ces 3 secondes, en France, là, on vient de jeter 115 kilos de nourriture. Toutes les 3 secondes. Toutes les France, secondes, on va dire, il y a un peu moins de 40 kilos qui est foutu à la poubelle. Chaque personne, par an, va jeter lui-même, chaque habitant, chaque Français, jette 26 kilos. 26 kilos, tous les ans, 26 kilos. Et parmi ces 26 kilos, il y en a un quart qui est encore emballé dans le plastique, dans le truc, on l'a laissé se périmer, voilà, d'accord. Alors, si on rajoute à ces 26 kilos par habitant par an, les restes de la cantine, la surproduction alimentaire des agriculteurs, tout ce qu'on produit en trop et qu'on jette, en fait, on pourrait, j'ai la solution, c'est ça, on pourrait, avec tout ça, nourrir 10 millions de Français. Alors qu'on estime qu'il y en a 6 millions de Français qui mangent mal ou pas assez. La solution, c'est quoi ? Parce que là, une fois que tu nous as déprimés, il faut trouver la solution. Eh bien voilà, moi, avec mes camarades, on va vous présenter des initiatives, des gens militants, engagés, inspirants et qui ont envie de nous faire plaisir. Et ça va commencer tout de suite par ce que je vous ai préparé à manger. Vous avez ici, là, dans ce plat, au centre... Alors, attendez, voilà. je vais demander aux camarades, qu'est-ce que vous croyez que c'est, Hugo ? On dirait des frites un peu. Oui, chips. Des chips. Mais c'est des chips. Des chips On de peut goûter, on va végétal. goûter d'abord. Allez-y, on y va, c'est parti, on y va. Parce que ça, c'est une solution. Pardon. C'est une solution à la fin du gaspillage alimentaire. Point de C'est départ. épluchures. Bravo. Alors, Bravo. C'est bon. Alors, est-ce que c'est bon pas... Est-ce que c'est bon, non? oui. Des épluchures de pommes de terre frites. Alors, épluchure de pommes de terre, épluchure de carottes et épluchure de patates douces. Ah oui. D'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse, Donc l'idée qui est derrière ça, c'est quoi ? c'est que quand on prépare des légumes, quand on prépare des fruits, ben bien souvent on les pèle et on jette la peau. Alors que c'est une aberration. Dans la peau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les vitamines, il y a les antioxydants pour certains aliments, enfin il y a tout dedans. Il y a 100 fois plus de vitamines et d'antioxydants dans la peau d'une pomme de terre que dans la chair. D'accord? Autant se faire du bien, autant manger la peau.
À condition qu'on la nettoie bien avant. Alors, à condition qu'on la nettoie bien avant, et dans l'idéal, qu'on consomme, parce que c'est meilleur pour la planète, des légumes bio et des fruits bio. Parce que, Oui. du coup, on peut l'utiliser. Et alors, moi, je suis tombé là-dessus, et ça me fait super plaisir d'en parler. Il y a une jeune fille, elle a 35 ans, elle est allée faire le tour des mamies, des papis, des gens qui avaient tout ce savoir-faire, en fait, de ne rien L'époque où on ne jeter. gaspillait pas, en fait. Comment Ah C'est oui. l'époque où on ne gaspillait pas. Mais Exactement. jamais. Ma grand-mère, elle mangeait le pain Et en dur. fait, Le pain dur, alors qu'il y avait du pain frais, parce qu'il fallait pas, Mais bien sûr. il fallait pas manger, jeter le pain. Puis des pains D'où le pain perdus. perdu, d'ailleurs. Oui, On a inventé le pain perdu pour cette raison. oui, bien sûr. Absolument, absolument. Et donc cette jeune fille, elle a 35 ans, elle est originaire de Normandie, elle vit maintenant en Gironde, d'accord. Et elle a recueilli tout un tas d'idées et d'astuces pour non seulement manger ce qu'on jetait normalement, mais aussi pour s'en servir pour la maison. On peut faire des détergents. Et puis Avec même- quoi? Avec les Ah ben épluchures alors, de pommes de attention, terre. le mieux, je vais vous la chercher. Elle est là. Ouais. C'est notre invitée. Mais oui, elle s'appelle Marie Cochard, je vais la chercher, elle est superbe, vous allez voir. je vais Vous vous la savez qu'on pouvait faire du détergent avec les épluchures de pommes de terre. Françoise. Je savais qu'on pouvait nettoyer les tableaux. Oui, exact. Oui. C'est vrai. Les tableaux comme celui que vous avez derrière. D'accord. Avec Vous passez Voilà. ça. Bonjour. Tu sais, je vous fais la bise tonner. Vous avez les mains prises. Merci, je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Alors, elle prend des oignons. Qu'est-ce qu'on fait avec des oignons, Marie? Alors, attendez, on va deviner d'abord. Ah ouais. Oui, essayez. Avec les pelures, on est surtout sur les Ah, les épluchures. pelures. sur Ah, des ça, boulettes, je hein. Alors, parce qu'il s'agit. Bon, je demande à Françoise, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a la solution. Oui. Avec les épluchures, je vois pas très bien. Mais, Alors- non, mais on peut faire peut-être des mobiles. On peut faire. En fait, c'est difficile de répondre parce petits mobiles qu'on peut pour faire beaucoup de choses. alléger. Et on peut aussi donc se faire, comme je le fais moi régulièrement, une petite eau de rinçage pour les cheveux. Ah oui. C'est-à-dire que en fait, la peau d'oignon a un pouvoir colorant. D'ailleurs, on teintait autrefois le linge avec les peaux d'oignon. Et en fait, c'est très efficace sur les cheveux. Donc, c'est un colorant capillaire. On a la, Ouais. on a la couleur oignon. Moi, j'en mets. J'imagine les pubs avec les top modèles internationaux. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ça sent pas mauvais. Et ça Vous, sent- vous en alors, mettez. ça ne sent pas mauvais, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais ce qui est très amusant avec les épluchures, c'est qu'on a beaucoup d'a priori. Mais alors, Et que l'idée C'est là, ça, c'est c'est que culturel en fait. Il c'est faut de l'eau changer ou nos c'est du habitudes. vinaigre. C'est du vinaigre. là, c'est juste passer, faites passer, l'eau monsieur. de la oui. cuisson des pelures. en Ah fait. oui. Ah, faut les cuire, On fait d'accord. cuire les Je les fais pelures. bouillir, Ah non, mais c'est très bien, je les retire. Et, attends, et ça change la couleur des cheveux donc. Alors ça leur Ça donne apporte une- un côté un peu Et cuivré. nos cheveux sentent pas Et l'oignon. ça a aussi le pouvoir. c'est ce que j'ai dit. C'est un anti. Ne le prenez pas mal, je suis obligé de vérifier, je suis journaliste. Fait Vous ce sentez matin, très ce matin même. hein. Avec l'oignon. Ouais, parce qu'en fait, c'est antipelliculaire, anti-chute, ça accélère la pousse et en plus de ça, ça apporte une coloration naturelle. Avec de l'avocat, qu'est-ce qu'on fait avec de la peau Alors, d'avocat? La peau Peau d'avocat. d'avocat, en On a fait, mangé l'avocat, regarde la peau. hein. on peut teindre le linge, donc ça donne une couleur, un rose un peu ancien. Un rose, je J'aime crois que ça. vous alliez dire un vert. Oui, moi aussi. Non, alors c'est surprenant parfois. Les fans de carottes, ça donne un jaune acide. Les fans, c'est-à-dire des feuilles, c'est ça? C'est ça, les Ah oui. feuilles des carottes. Donc, comment on fait pour les teindre? On les fait bouillir? Alors on fait bouillir et puis après il faut mettre de l'alun. En fait, il y a un après pour faire tenir la chose. Mais ce qui est fou, c'est qu'autrefois on faisait ça et les tapisseries très anciennes Ah oui. conservaient leur couleur. Ah oui. Elle achète plus rien. Le noyau d'avocat, parce que du coup, Laissez-nous ça dire, fait des qu'est-ce qu'on peut plans. faire avec le noyau d'avocat? Le noyau, en fait, on peut le râper, le faire un peu griller et le mettre sur une salade. Et en fait, c'est un antioxydant puissant. C'est vraiment rempli de nutriments. Donc, il ne faut pas jeter son noyau. Puis, bien sûr, on peut le replanter pour obtenir un bel avocat. Oui, pardon. Non, vas-y. Mais J'aime votre enthousiasme, couvez-vous là. Ouais, mais non, mais parce qu'elle me dit, bon, par exemple, dans son bouquin, oh, une banane. Bon. Alors, attendez, vous avez compris le mec? Il est tellement mégalo que quand vous écrivez, il croit que c'est pour lui. Mais oui. Elle me dit dans son bouquin. Bon, elle me dit dans son bouquin, mange des bananes, tu vas garder la peau, tu vas faire des beignets de peau de banane. Je ne la crois pas. Mais quand la banane, je la mange. Mais ce qu'elle me dit en plus, c'est que ça là, cette peau de banane de ce côté, c'est du cirage Et voilà. pour les chaussures. Toi, tu connaissais ça? Oui. C'est vrai? Bon. Ah bon? J'allais le dire, je C'est me vrai donne envie de Je le dire. Mais oui, n'invente rien. Voilà. oui, je le savais. Voilà, j'ai pris Je l'ai une lu, chaussure, moi. une J'adore chaussure les à moi. Ouais. Voilà. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et vous savez qu'en plus, tout à l'heure, j'ai oublié de vous présenter à mes camarades. J'ai dit, Luc, de quoi on va parler? Luc, effectivement, est femme au foyer. Vous voyez, nous en avons la preuve. Donc, comment on cire ses pompes avec C'est tout simple. En fait, l'intérieur de la peau de banane, c'est un raviveur de cuir. Donc, sur un canapé, sur un fauteuil club, sur un sac à main, un blouson, on passe juste sa peau de façon à nourrir. J'ai l'impression d'être. Impression de quoi? Vas-y. Téléachat, c'est ça? La peau de banane. Surtout à tabler, normalement, ça ne se fait pas dans Oui, ces les conditions. assiettes, oui, c'est ça. Conditions Les extrêmes. chaussures à table, non. Bon,
Voilà, on Et donc, nourrit. ça ravive quoi? Ça ravive le cuir. Le cuir. En fait. C'est On juste- va voir, c'est un brillant. cirage. c'est un cirage naturel. Et donc ensuite, on a juste à faire briller, à lustrer. C'est surtout beaucoup plus naturel, beaucoup plus sain. On n'inhale plus rien. Enfin, pour les enfants, je trouve que c'est fabuleux. J'ai voulu mettre en éclairage des personnes qui ont poussé le vice jusqu'à créer une activité professionnelle à partir d'un déchet, d'un biodéchet, Par et qui en exemple, ont fait une par véritable ressource. Par exemple. Bah, par Le exemple, poisson. alors voilà, Marielle, qui est installée sur le bassin d'Arcachon, qui est à la Teste, et qui a eu la bonne idée d'aller réapprendre un savoir-faire totalement oublié, mais pas partout heureusement, qui est allée en Laponie avec sa maman, qui est femme de pêcheur, et qui a appris en fait à tanner les peaux de poisson qu'elle récupère chez les poissonniers pour en faire un cuir de poisson. Et donc elle va lancer une collection de chaussures à la rentrée. On peut faire des portefeuilles, des sacs à main, des... Il faut qu'elle vienne dans cette maison. Hein. Je l'inviterai. En chaussures en peau de poisson. Elle Moi, appréciera. je connais des jeunes femmes qui font des bijoux Oui. avec Des des écailles, écailles de oui, poisson. c'est Et c'est vrai. ravissant, hein. Tout à fait. Franchement. Oui, Merci. mais pour les En tout cas. enfants, c'est bien. Si on a des enfants à la maison, ça fait quand même C'est malin, un ils vont sujet adorer. de soirée ou Ouais. je ne sais pas. Une activité. Et ils sont Oui, très c'est intéressés par extrêmement ça. Tiens, regardez, là je vous apporte Voilà. juste Qu'est-ce que c'est? des épluchures de de concombre. fans de carottes, concombre, un peu de Ah oui. menthe. C'est une boisson très rafraîchissante. Ah, sûrement. Et Allons-y, qui, Vincent, voilà, on va se servir et de la goûter. récup quoi. Bah, c'est super, merci. Restez avec nous. Il a fait à manger avec les épluchures. D'accord. Est-ce que vous savez, avec la rhubarbe, on mange les tiges, comme vous savez, mais que les feuilles, c'est vraiment du C'est poison. Hein. Mais par contre, on peut teindre avec On les peut feuilles de teindre, oui. rhubarbe. Oui. Ça, c'est dans le bonbon, par contre. Hein. Donc, les épluchures de concombre qu'on jette. Des fans de carottes et un peu de citron vert pour l'agrémenter. Ouais. Mais il y a aussi des feuilles de menthe, voilà. C'est que bon ou c'est bon pour la santé en plus? C'est bon pour la santé. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a la plupart du temps beaucoup plus de nutriments dans la peau, Mais on a peur l'écorce. des engrais chimiques, on a peur des Ah mais faut pesticides. acheter le bio, hein. On entend souvent dire le bio c'est cher, c'est pas accessible à tout le monde. Vous répondez quoi, vous qui êtes à fond là-dedans? Bah, au contraire, que ça permet de faire des économies. C'est-à-dire que si j'achète un produit bio, mais que j'utilise par exemple pour une betterave le légume, plus la tige, plus les feuilles, et qu'avec ça je fais 3 plats, je réalise forcément une économie quelque part. C'est une bonne réponse. Et ça fait du bien à la planète. Magnifique. Merci. J'ai envie de vous applaudir. Hein. Franchement, merci pour Alors, Brigitte, Alors, Brigitte, eh ben, on a dit tout à l'heure, Brigitte, si je me souviens bien, qu'on a parlé de ce gaspillage alimentaire sur la planète, que c'est 1 milliard de tonnes par an qui est jeté. Oui. Et on sait qu'il y a un habitant sur 9 qui a des difficultés pour se nourrir. Exactement. Donc c'est une sorte d'aberration assez insupportable. Oui. Le problème est colossal, on ne sait pas par quoi commencer, on se sent impuissant. Et vous me disiez, il y a quelqu'un qui n'accepte pas la fatalité. Exactement. Il y a eu un monsieur qui a créé une association qui s'appelle Le Chaînon Manquant et qui fait le lien entre ces nourritures qui risquent d'être jetées et les personnes qui en ont besoin. Donc j'aimerais bien qu'on regarde le reportage qu'on a fait sur lui. Il y a énormément de denrées qui sont jetées dans les magasins, hypermarchés. D'un autre côté, il y a énormément de gens qui crèvent de faim en fait. En fait, le chaînon manquant sert à ça, sert à relier les deux, à récupérer les invendus, ce qui doit être jeté à la base, et les donner à des gens qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. Je viens d'une autre région, je viens du Nord-Pas-de-Calais, je suis venu sur Paris sans avoir de projet, sans avoir de travail. Je pense que s'il n'y avait pas eu des gens qui m'avaient aidé, j'aurais pu bénéficier du chaînon manquant. Donc là, on a 3-4 points de récupération, c'est ça? On a 4 points de récupération. Ok. Là, on y va. C'est parti. Là, on fait 2, 3, 4 supermarchés. 4 supermarchés, un traiteur. Et on va livrer direct, on va et puis livrer après, on ira directement. recharger le camion, c'est ça? Ouais, on va recharger le camion après, ouais. On récupère énormément en fait. On a des fois plusieurs fois le camion à remplir dans la journée. Alors, ça, c'est quoi? Pain de mie. On va essayer de mettre tout le pain de mie d'un côté. Ça, c'est du pain de mie aussi, brioche. Bah, tout ça là, c'est toute cette. Tout ça, c'est des trucs petit-déj. On a plein d'œufs là. Ouais, on va les prendre après. Et tu vois, ça coûte une fortune, ça. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se payer le lait pour enfants. Quand tu imagines que tout ça, ça finit à la poubelle, chaque jour, c'est insupportable. Quand tu sais qu'il y a des gens qui en ont besoin, c'est insupportable.
pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a créé le chaînon manquant d'ailleurs. À mettre Regarde, sur le dessus. celui-là, il nous le donne parce que il y a C'est là, cabossé. le papier qui est sorti. Voilà. Et Ouais, plus parce qu'elle est personne- un petit peu cassée là, et mais un petit sinon peu elle est cabossée. bonne. Et plus personne ne va l'acheter. C'est bon jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, voilà. Nous, on va le redistribuer aujourd'hui quand même. Là, je pense qu'il faudrait que tu prennes à droite. Oui, non, pas maintenant. Je sais maintenant, je sais la route. Ah, moi, je suis un fou. Tu connais toutes les rues de Paris maintenant. Ah ouais. Vous allez bien? Ça rend fier de pouvoir leur apporter quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément en fait. On leur amène des produits qu'ils ne mangeraient pas habituellement. C'est un petit plus pour eux, mais c'est aussi, ça leur fait un peu gagner de leur dignité en fait. Nous en fait, on n'a pas de stock. Tout ce qu'on récupère en fait, c'est manger, c'est livrer et manger dans les heures qui suivent. Là, on va dans une association qui va distribuer des colis repas à des familles qui vont venir se présenter, donc souvent des familles avec enfants, et qui vont prendre à manger pour 3, 4, 5 personnes. Et donc, ils vont préparer des paniers repas avec ce que nous, on leur apporte, et puis ce qu'ils ont pu récupérer par ailleurs. Ça, c'est super bon. Tiens, Marie, ça, on va le mettre dans l'évier là. Il fait frais là-bas. On ne peut pas tout mettre à l'intérieur. C'est des familles qui ont des enfants, dont il y a les tout petits enfants qui ont besoin du lait, des yaourts et tout. Ça les aide à pouvoir se nourrir convenablement. Le lait, on va distribuer à... Après, je le lait parce que... Voilà, on ira C'est un peu touchant en fait de les voir et c'est un peu difficile de se dire ben voilà, moi aujourd'hui je peux manger comme je veux et j'arrive dans des lieux où les gens vraiment nous attendent, où ils crèvent de faim, ils nous attendent, ils veulent vraiment manger tout de suite et ça c'est assez difficile à vivre de temps en temps. J'ai l'impression de servir vraiment à quelque chose d'important. C'est assez gratifiant. On a envie de l'applaudir déjà. Hein. Bravo. Réaction spontanée de mes invités. Hugo, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un comme ça qui lutte contre la fatalité? C'est très important parce que moi-même, j'aurais pu être victime du fatalisme. Et quand donc, je vois ce genre de reportage, ce qui est important, c'est de voir face à une situation absurde et qui est empreinte de fatalisme, du fatalisme et du cynisme du monde dans lequel on peut vivre. Il y a un sentiment d'impuissance aussi. Un sentiment d'impuissance, et c'est pour ça que c'est toujours très rassurant de voir des personnes qui créent les chaînons manquants. Et c'est même primordial pour changer le monde. Les mentalités ont changé parce que je me souviens quand même qu'il y a 20 ans, il était impossible d'aller glaner dans les poubelles des supermarchés. Vous qui avez connu, vous ils versaient de l'essence pour pas que les gens se servent. Et ça a changé. Ça a changé justement depuis le 1er juillet. Oui. Il y a une loi qui oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à faire des dons de matières qui sont encore consommables à des associations d'aide humanitaire. Donc, il y a les choses qui se mettent petit à petit en place. Donc ça change. Depuis le 1er juillet dernier. Donc c'est très récent encore. Oui, voilà. Moi, je me demande si vous seriez content de rencontrer Julien Mémon, qui a eu l'idée. C'est une question, c'est oui. Je regrette même qu'il n'ait pas été là, du coup, parce que j'aurais envie qu'ils vous entendent. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous étiez caché dans la cuisine pour faire une surprise à mes invités. Bonjour, vous êtes le bienvenu. Je suis ravi de vous rencontrer. Je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. On vient de parler de vous dans votre dos. Hein. Bonjour. Alors, je ne vais pas tout répéter, mais tout le monde a dit que vous étiez réconfortant, rassurant. L'idée que quelqu'un n'accepte pas la fatalité. Et beaucoup d'énergie, hein, on l'a dit. Et je veux savoir, puisqu'on est tous choqués par ces inégalités, tous choqués par ces gaspillages, je veux savoir ce qui vous pousse à agir, en fait. Moi, je vis dans une grande ville, je mange à ma faim tous les jours et je vois, comme tous les Parisiens, comme les Lyonnais, comme d'autres gens, je vois des gens qui sont en souffrance et qui sont parfois en insécurité alimentaire. En 10 ans, il y a 1 million de personnes de plus qui sont retrouvées en insécurité alimentaire. Comment est-ce que c'est possible de vivre dans un monde qui gaspille 1/3 de ce qui est produit et d'avoir parallèlement des gens qui ont faim? Et comment est-ce qu'on fait, chacun de nous, citoyens, pour contribuer à notre manière, à notre petite échelle, à essayer de résoudre cette équation? Le chaînon manquant, c'est né de cette colère, c'est né de cette envie de changer les choses et puis de faire venir un maximum de gens dans cette aventure pour que les choses changent effectivement et de façon pérenne.
Quels ont été les obstacles? Parce que vous êtes souriant, le reportage est magnifique, on est enthousiaste, donc on a l'impression que c'était fastoche, il suffisait de le faire. Ah, je suis souriant parce qu'on est magnifiquement bien accueillis. Parce que, voilà, mais, Les obstacles, c'était quoi? Les obstacles, ils sont de toute nature. Dès qu'on innove, dès qu'on crée quelque chose de nouveau, il y a toujours des gens qui disent non mais attendez, c'est pas possible. J'aimerais bien le faire, mais c'est pas possible. Vous Vous imaginez l'avez bien entendu que... vraiment, c'est pas un cliché. Ah oui, oui, c'est sûr. Et puis même encore maintenant, on se heurte à plein d'obstacles. C'est important, vous savez pourquoi? Parce que ceux Ouais. qui vont être, vous allez inspirer forcément des gens, Oui. et puis dès qu'ils vont être confrontés à un obstacle, ils vont se dire ah ben non, ben c'est compliqué, ça marche pas, lui, ça devait être plus fastoche. Donc pourquoi? Alors, il a fallu quand même beaucoup d'opiniâtreté, il a fallu C'est-à-dire construire un modèle assez précis et discuter beaucoup et faire une étude pendant 1 an avant de se lancer. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient on aimerait bien vous donner, mais on ne peut pas vous donner. Ça nous coûte du temps, ça nous coûte cher, ça nous coûte en personnel. Et puis finalement, c'est plus rapide de mettre à la poubelle. Et puis nous, on a trouvé des systèmes qui leur permettent non seulement de nous donner sans que ça leur coûte du temps ni de l'argent. Par exemple, même... donnez un exemple maintenant du coup d'un obstacle qui a été surmonté. C'est-à-dire que là, il y avait une objection, il y avait une solution. Par exemple, une structure qui veut nous donner, mais qui n'a pas la possibilité de trier entre ce qui est bon à donner et ce qui doit aller effectivement à la poubelle. On va pouvoir donner, enfin mettre à disposition quelqu'un qui va aider un petit peu à trier et qui va permettre donc de récupérer ce qu'on doit Donc récupérer. là, vous vous dites ok, il faut quelqu'un. Voilà, là il faut quelqu'un. Autre il exemple faut d'obstacle, amener parce que c'est important d'imaginer que souvent les gens sont sincères quand ils vous donnent une objection. Et donc, à un moment donné, il faut trouver une solution. Donc, autre exemple d'obstacle et de solution. Autre obstacle, moi j'ai à vous donner, mais me dit un professionnel, nous on peut vous donner, mais on vous donne, on n'a que 3 kilos tel jour, et puis le lendemain on ne sait pas trop, et le surlendemain on ne sait pas trop. Mais nous on a construit un système qui est ultra réactif et qui permet, si vous nous appelez même le jour même, d'aller le récupérer le jour même et de le redistribuer le jour même. C'est-à-dire Comment ça a été possible ça du coup? ben, Quand on a créé un système, ça veut dire quoi? Ben, on a construit un système où il y a de la forte réactivité. Ça veut dire qu'il y a un numéro de téléphone, un 06 ou un 07 qui est disponible et qui permet qu'il y a une équipe du chez non manquant qui se déplace immédiatement. Ça veut dire qu'on a des camions frigorifiques disponibles et ça veut dire qu'on a préidentifié les besoins des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'association ou de n'importe quelle association, une fois qu'on a récupéré la nourriture, on a déjà tout un réseau de partenaires qui appartiennent aux grandes fédérations que tout le monde connaît, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Aurore, avec lesquels on travaille en confiance depuis maintenant plusieurs années, et on sait quelle structure va avoir besoin de quel produit. Et si on récupère à manger pour 20 personnes, ou si on récupère à manger pour 2000 personnes, on n'ira pas exactement aux mêmes endroits. Et on travaille aussi sur des événements, grands événements sportifs, concerts, où on va récupérer ce qui n'a pas été vendu. Par exemple, hier, on a récupéré un stock de je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de saucisses à hot dog. Alors, il n'y avait pas les pains, mais on a récupéré du pain par ailleurs. Enfin bref, voilà. Et demain, on va récupérer que du lait et des yaourts, et à d'autres moments, d'autres choses. Et dans ces événements, il y a, par exemple, Roland Garros. Tout le monde connaît Roland Garros, tout le monde n'a pas la chance d'y aller. Et pendant ces internationaux, il y a des restaurateurs qui cuisinent. Tous les jours, ils sont amenés à prévoir des stocks, et puis parfois ils en prévoient un petit peu trop, puis parfois il pleut, ou parfois il fait soleil, et donc ils vendent moins que ce qu'ils avaient prévu. Nous, on récupère ça tous les matins. Et on a travaillé avec tous les restaurateurs et avec les fédérations françaises de tennis et la mairie de Paris. Pendant Roland Garros, à la fin de Roland Garros, donc ça dure 15 jours. Combien de repas on a redistribué à votre avis? 300. 1000. 15 000. Yeah. C'est pas vrai. 15 000 Vous voulez qu'elle fasse une crise cardiaque ou bien? 15 000 repas, et c'est 1000 repas par jour. Et c'est une moyenne, ça fait des années qu'on fait ça, on a fait 20 000 une année, 15 000, on essaye de réduire au fur et à mesure, parce qu'évidemment on aide les restaurateurs à réduire à jauger leur gaspillage, et donc tant mieux, parce que nous on récupère par ailleurs, mais voilà, pendant la COP 21, on était récupérateur officiel de la COP 21, ça s'était jamais fait, c'était au Bourget, c'était très loin, on a travaillé avec des associations du 93, à proximité, qu'on ne connaissait pas, qu'on est allé voir, on est allé voir leurs besoins, on est allé leur distribuer ce dont elles avaient besoin. Et tous les matins, à 5 h du matin, il y avait des bénévoles et les conducteurs du chez non manquant qui étaient là, qui récupéraient auprès de tous les restaurateurs. Et on a récupéré aussi les produits VIP de certains traiteurs, y compris qui avaient peut-être servi pour les chefs d'État. Ce qui fait que quand on arrivait dans les associations, il y avait des bénéficiaires qui disaient qui veut le pain au chocolat de Barack Obama? Parce que, Il y a tout un symbole derrière ça. oui, parce que c'était des pains au chocolat et des croissants, effectivement, qui avaient été mis à disposition des chefs d'État, qu'ils n'avaient pas pris, qui n'avaient pas été touchés, ça c'est très important pour nous, et qu'on a donné immédiatement, quelques heures après, à des associations bénéficiaires. Et donc, globalement, votre association, vous êtes une centaine, vous arrivez à nourrir combien de personnes? Chaque année, c'est plusieurs centaines de milliers de repas qui sont sauvés de la poubelle et qui sont mis à disposition en parfait état en direction des gens qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, Julien, vous ne vous êtes pas arrêté aux premiers obstacles, en vérité? Parce que l'indignation, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord.
Mais le faire, et passer à l'acte, c'est là où c'est compliqué. Ça nécessite de l'opiniâtreté, beaucoup de travail, et puis une forme de, je sais pas, de travail collectif. C'est pas moi tout seul, c'est toute une équipe. Il y a Valérie, il y a Philippe, il y a Ninon, il y a Fabien, il y a Élise, il y a plein de gens dans cette association qui la coordonnent, qui y travaillent. Et puis après, il y a une centaine de bénévoles. Et c'est pas moi tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Je tiens à le dire parce que c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on a conçu aussi le système. Et chacun finalement soutient les autres et on se pousse mutuellement pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et plus ça avance et mieux ça fonctionne. Donc pour l'instant, le nom est facile à retenir, il est magnifique, il dit tout, le chaînon manquant. De quoi vous avez besoin aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a besoin de bénévoles qui peuvent venir donner un coup de main. On a des employés... Un coup de main, ça veut dire quoi ? Il faut combien de temps parce qu'on ne se pas se présenter des fois en se disant est-ce que j'ai assez de temps pour... C'est dans toute la France ? Pour l'instant, c'est à Paris et à Lyon, mais on va voir si on peut développer d'autres antennes ailleurs. Pour être bénévole au chaînon manquant, vous pouvez transporter des caisses, mais c'est pas uniquement porter des caisses. On a besoin, comme dans n'importe quelle entreprise, et on est une association à but non lucratif, mais comme dans n'importe quelle structure, n'importe quelle entreprise, on a besoin de plein de gens sur la communication, sur la gestion comptable, sur toutes les activités qui peuvent exister dans une entreprise. Et donc tous les bénévoles sont bienvenus, pas de 7, mais disons de 18 ou 19 à 77 ans, sans aucun problème. Il faut beaucoup de temps vous accorder ? Non, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Ça peut être une matinée, une semaine, et puis la prochaine fois, dans 2 mois. Donc on peut quand même venir vous voir. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui veulent aider, mais qui n'osent pas. Qui n'osent pas venir parce qu'ils disent peut-être que je ne suis pas à la hauteur, peut-être que je ne servirai à rien. Et c'est pourtant très simple de venir nous voir. Enfin, il suffit de nous téléphoner. Vous allez tomber sur Ninon, vous allez tomber sur Joachim qui est dans le camion, ou sur moi, ou sur d'autres. Et on peut se donner rendez-vous. Et après, c'est très simple de venir donner un coup de main. Et donc, vous avez besoin de bénévoles, quoi d'autre ? On a besoin de camions. Forcément, parce que plus on a de camions, plus on peut récupérer. C'est des camions frigorifiques, on respecte scrupuleusement la chaîne du froid et la traçabilité des dons. C'est-à-dire qu'un professionnel qui nous donne, c'est exactement à qui c'est donné, à quel moment, et nous on vérifie que les produits arrivent en bon état et on prend en charge le produit du début à la fin. Je vous coupe, mais c'est vraiment impressionnant ce que vous dites, parce que vous dites que vos besoins, c'est soit des hommes, soit des camions, mais c'est pas la matière première, c'est pas la bouffe. Il y en a partout de la bouffe qu'on jette et trucs. C'est ça qui est fou. On dit, on cherche des gens qui nous donneraient des ananas. Non, on cherche des gens pour nous aider parce que de la nourriture... Pour faire le chaînon manquant, c'est-à-dire pour résoudre cette absurdité, quoi. À profusion, c'est exactement, et c'est parfaitement vrai, et c'est un des éléments les plus absurdes de la société dans laquelle on vit, c'est qu'il y a un tiers de la nourriture qui est jetée, qui est gaspillée, faute de preneurs, faute de logistique, et nous on a créé un système logistique qui permet justement de prendre les produits vraiment aujourd'hui pour qu'ils soient redistribués le jour même. Bravo. Et bravo, voilà, c'est bravo. Donc on vient de parler effectivement de gaspillage alimentaire, de voir qu'il y avait des êtres humains qui ont l'air exceptionnels. On n'a pas l'impression que tout le monde peut avoir cette énergie. Et en fait, vous nous disiez tout à l'heure, Charlotte, que finalement, oui, tous les jours, chacun d'entre nous, on ferait notre part d'une manière ou d'une autre avec une application. On pourrait lutter contre le gaspillage alimentaire avec une application. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, il s'agit d'une application qui vous géolocalise pour vous mettre en relation avec les commerces de proximité pour qu'ils vous vendent leurs invendus. Au lieu de les jeter, il va vous les vendre, le commerce, mais moins cher. Donc vous faites des économies, et lui, au lieu de jeter, quelque part, il récupère un profit, et les aliments ne sont pas jetés. Donc ça s'appelle comment, l'application ? Alors il y en a plusieurs, il y a Optimiam, il y a Optimiam, Too Good To Go, et bien d'autres. Ça commence à venir, là, ce genre d'application. D'accord, donc on la télécharge. Voilà, une fois téléchargé, donc je suis allée chercher mon goûter hier, voilà, donc j'ai fait tout ça, je vais vous montrer quelques images. Vous téléchargez l'application, vous géolocalisez, donc autour de vous, on va vous dire quels sont les commerces qui ont des invendus. C'est eux-mêmes qui font la démarche de mettre ce qu'ils ont, donc il peut y avoir des boulangeries, il peut y avoir... C'est en fin de journée en général. Oui, non, c'est toute la journée, parce que par exemple, ils voient qu'il n'y a personne, et le matin, personne n'est venu dans la boutique. Du coup, ils se disent, ah zut, j'ai peut-être fait trop d'éclairs au chocolat, du coup, je vais quand même en mettre en vente sur mon site pour éviter... Donc des commerçants motivés par cette idée de lutter contre le gaspillage. Exactement. Et du coup, ça peut être les boulangeries, ça peut être un restaurant chinois, ça peut être un supermarché parce qu'il a du saumon qui est justement en train d'être de périmer. Voilà, c'est vraiment tout commerce, proximité, chaîne, supermarché. Donc, vous allez sur votre appli. Moi, j'avais un petit creux, donc j'avais envie d'aller à la boulangerie. Vous commandez, vous regardez ce qu'il y a de disponible, vous commandez, vous voyez le prix, c'est en général entre moins 20 et moins 50%. Une fois que ça c'est fait, vous le mettez dans votre panier, vous vous rendez à la boulangerie. Votre panier virtuel ? Dans mon panier de téléphone, oui, pardon. Voilà, comme ceci. Donc là, voilà, par exemple, on peut prendre des pains au chocolat, des sandwichs, des gaufres. Ensuite, on va dans la boulangerie, on rentre ce code dans la commande de notre téléphone. Le monsieur, lui, le rentre
dans la caisse, enfin le boulanger en l'occurrence là. Et après, je repars avec ma pâtisserie à moins 50%. C'est-à-dire qu'il fait le lien entre ce qui s'est passé sur le virtuel, la petite transaction virtuelle, Voilà. c'est ça, C'est ça. Et vous payez sur la tablette. Et je paye directement en boulangerie. Bon, après, il y a des applications où on peut payer directement sur l'application et venir juste chercher son repas. Donc c'est le principe de la géolocalisation, parce que moi j'ai un petit souci, et il y a Anissé qui vient régulièrement m'expliquer que le virtuel c'est pas que mauvais. Moi j'aime bien quand c'est le face-à-face et c'est le réel. Mais donc là, on est en train de me contredire, donc avec le virtuel, on peut se géolocaliser pour faire des rencontres amoureuses, mais aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage, voilà. Donc on met en contact les commerçants, et donc est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont déjà dans l'histoire, ou est-ce que ça commence à peine? Ça commence à peine, mais c'est Dans ton quartier, déjà par bien exemple, développé. Dans mon quartier, il y avait une boulangerie, il y avait une pâtisserie marocaine, il y avait un restaurant chinois. Ah ouais, tout ça, quand même, il y avait Oui, quand il y avait un même, supermarché qui vendait tous les exemples dont je vous ai cités. Et ça existe en province aussi. Est-ce que, Oui, bien sûr. les boulangeries vont pas se vider finalement jusqu'à la fin de journée? Parce que finalement, pour obtenir un gâteau à moins 50, eh ben, je vais attendre la fin de la journée. Et imaginons que votre application est un succès fou. Oui. On va tous faire des files d'attente pas possibles le soir, mais on mangera moins 50%. Julien, vous qui avez l'habitude des objections. Et c'est le restaurateur qui décide s'il le met ou pas sur l'application. Donc tant qu'il l'a pas décidé, c'est pas disponible pour le. Oui. Nous, on a fait de la pub pour ce site. Enfin, je veux dire, nous, on est intégré dans tout un écosystème anti-gaspillage alimentaire et on soutient toutes les initiatives qui nous semblent bonnes anti-gaspillage alimentaire. Et vous avez soutenu ça? Et on a soutenu cette application il y a assez longtemps, vraiment tout début. Elle avait fait un premier départ et voilà. Et là aujourd'hui, ça marche bien. On est très content pour eux. Là, c'est vraiment anti-gaspillage alimentaire, mais pour vous et moi en quelque sorte. Nous, on est sur un créneau qui est l'aide aux plus précaires, et donc c'est un segment plus différent. Hugo, c'est vous qui avez le mot de conclusion. C'était votre émission. Je dirais que oui, la conclusion qu'on pourrait dire de tout ça, c'est que chacun de nous, en tant que citoyen aujourd'hui, peut avoir en effet une action politique, dans le sens où vous le disiez, et où c'est très important, d'autant plus que le monde politique devient de plus en plus un monde de métiers et de communication, et des fois déconnecté de la réalité. Et je pense que les citoyens ont les moyens, avec des initiatives personnelles comme celle-ci, en se regroupant, de devenir leurs propres politiciens, pour pas que la politique s'occupe d'eux. Voilà, et puis de parler vrai, c'est ce que j'entends aussi. Et donc ça me fait très plaisir. Je voulais remercier vraiment Hugo Oriot, d'avoir accepté de faire confiance, de raconter votre histoire, l'histoire d'un enfant autiste qui l'est toujours, il y tient, mais en tout cas qui nous raconte ce mystère extraordinaire qui est un mystère pour beaucoup de gens, de qu'est-ce que ressent un enfant autiste dans ce monde où finalement il est stigmatisé, rejeté. Et c'est l'histoire du rejet. Donc j'ai compris que c'était au théâtre du 15 au 20 au studio Héberto à Paris. Au 15 au 20 novembre. Du 15 au 20 novembre, important. Et puis il y a ce nouveau livre, effectivement autobiographique, Carnet d'un imposteur. Parce qu'effectivement, pour pouvoir être là avec nous, eh bien, il a mis en place une stratégie, une tactique extraordinaire pour masquer, pour ne pas être détecté et détesté, pour reprendre sa formule, pour masquer, et c'est ce que finalement on fait tous dans un monde où on n'est pas authentique, c'est on masque, et donc il explique comment il était obligé de devenir comédien. Donc en plus c'est un grand acteur, un grand auteur. Merci vraiment beaucoup. Merci sincèrement, merci pour la confiance. Et comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, vous serez touché demain par le témoignage de Marie de Noailles. Si aujourd'hui Marie aide les autres, comme addictologue, à l'adolescence, elle a sombré dans la drogue dure jusqu'à frôler la mort. Je me suis infligé, je sais pas, des overdoses, des moments où j'étais très mal. À 29 ans, je me disais jamais tu t'en sortiras. C'est pas qu'une question d'arrêter, c'est arrêter et puis surtout être heureux. Moi, je pensais que je serais jamais capable d'être heureux. Je pensais que c'était pour les autres.